Je me souviens très clairement d'avoir utilisé un emoji représentant un hippocampe il y a quelques années. Quand j'étais enfant, l'un de mes moments préférés après l'école était de rentrer à la maison et de savourer une portion de fromage la vache qui rit. Le petit emballage rouge avec la tête de la vache souriante m'attirait toujours. Je me souviens encore de la joie que je ressentais en décollant délicatement le papier argenté qui enveloppait chaque petit triangle de fromage crémeux. Mais il y a quelque chose qui me perturbe aujourd'hui. Récemment, alors que j'étais au supermarché, j'ai décidé de m'offrir une petite nostalgie en achetant une boîte de la vache qui rit. En posant mes yeux sur le logo, un sentiment étrange m'a envahi. Je me suis soudainement souvenu que la vache sur l'emballage avait un anneau dans le nez. Pas un simple détail comme des boucles d'oreilles en fromage, non, un véritable anneau de couleur jaune traversant son museau. Mais en regardant de plus près, j'ai réalisé qu'il n'y avait rien de tel. La vache portait simplement ces fameuses boucles d'oreilles en forme de portions de fromage, comme toujours. Pourtant, dans ma mémoire, l'image de cet anneau de nez était claire et précise. J'étais sûr de moi. De retour à la maison, j'ai fouillé sur Internet, cherchant désespérément une image, une preuve qui confirmerait ce souvenir. Rien. Pas une seule image de la vache qui rit avec un anneau dans le nez. Les forums en ligne regorgeaient de discussions similaires, et à ma grande surprise, je n'étais pas seul à me rappeler cette version de la vache. Plusieurs personnes étaient persuadées, comme moi, que l'animal arborait fièrement ce petit anneau jaune. Cela m'a amené à me demander, comment est-il possible que tant de gens se souviennent d'un détail qui n'a jamais existé ? Serait-ce un exemple du fameux effet Mandela ? Ce phénomène, où des groupes de personnes se souviennent d'un événement ou d'un détail de manière incorrecte, est fascinant. Mais alors, pourquoi nos souvenirs collectifs se sont-ils figés sur ce détail de l'anneau de nez ? Peut-être que c'est dû à une association visuelle inconsciente. Les anneaux dans le nez sont souvent liés aux taureaux et à d'autres animaux de la ferme, ce qui aurait pu influencer notre perception. Ou bien, c'est juste un exemple de la façon dont nos cerveaux combinent et modifient les informations, créant des souvenirs hybrides à partir de diverses images et objets vus au fil du temps. J'ai finalement accepté le fait que la vache qui rit n'a jamais porté de boucle de nez, mais ce souvenir reste gravé en moi. Chaque fois que j'ouvre une portion de ce fromage crémeux, un sourire amusé se dessine sur mes lèvres en pensant à cette vache au look improbable, avec son anneau jaune imaginaire. Peut-être que c'est cette magie des souvenirs d'enfance qui rend la vache qui rit si spéciale. J'ai grandi dans une famille chrétienne, bercée par les récits bibliques et les histoires du Nouveau et de l'Ancien Testament. L'une des images les plus emblématiques qui m'est toujours restée en mémoire est celle du lion et de l'agneau reposant paisiblement côte à côte, symbolisant un monde où la paix et l'harmonie régneraient. C'était pour moi une vision claire, gravée dans mon esprit comme une promesse divine de réconciliation. Mais un jour, par simple curiosité, j'ai décidé de vérifier ce verset que je croyais si bien connaître. Étant certain de sa formulation, j'ai posé une question très simple à l'une des personnes les plus pieuses et érudites que je connaisse. Quel est le verset qui parle d'un agneau qui se repose aux côtés d'un prédateur ? J'ai pris soin de formuler ma question de manière neutre, sans inclure de détails qui pourraient influencer sa réponse. Sans la moindre hésitation, il m'a répondu, « Le lion reposera avec l'agneau ». C'était exactement ce que je me souvenais, et je me suis senti un instant satisfait d'avoir ma réponse. Cependant, quelque chose me titillait. J'ai osé lui dire qu'il avait tort et que ce n'était pas un lion, mais un loup. Son visage s'est figé, une expression de surprise et de doute se dessinant sur ses traits. Perplexe, il a saisi sa vieille Bible, celle qu'il a utilisée durant toute sa vie, remplie d'annotations, de marque-pages et de passages surlignés. Je l'ai observé avec attention alors qu'il feuilletait les pages jaunies par le temps, cherchant le verset en question. Lorsqu'il l'a enfin trouvé, il a lu à voix haute, « Le loup habitera avec l'agneau ». Il a marqué une pause, comme s'il venait de découvrir quelque chose d'inexplicable. Je l'ai alors introduit à l'étrange concept de l'effet Mandela. Mais il n'en croyait pas ses yeux. Il a tourné et retourné la Bible, comme pour y trouver une explication. Ses lèvres remuaient en silence, répétant les mots qu'il avait toujours crus exacts. Il semblait presque vexé, comme si ce détail remettait en question tout ce qu'il savait. « C'est juste quelque chose qui échappe à tout le monde », m'a-t-il finalement dit d'un ton sec,
refusant d'admettre qu'un souvenir aussi répandu pouvait être le fruit d'une mémoire collective faussée. Quand j'étais plus jeune, je passais des heures à regarder et re-regarder la saga Star Wars. À chaque visionnage, je m'émerveillais devant les aventures de Luke Skywalker, les duels épiques de sabre laser, et surtout, ces personnages iconiques qui peuplaient cet univers lointain. Parmi eux, C-3PO, le droïde de protocole à la silhouette élancée, complètement doré, était l'un de mes préférés. Son éclat doré, ses mouvements raides et sa voix polie faisaient de lui un personnage inoubliable, facilement reconnaissable. Je le voyais presque comme une statue vivante, entièrement en or, brillant de mille feux dans chaque scène. Les années ont passé, et récemment, j'ai voulu partager cette passion avec mon fils. J'avais hâte de lui faire découvrir cet univers que j'aimais tant. Nous nous sommes installés tous les deux, prêts à plonger dans l'Empire contre-attaque, avec du pop-corn sur la table et des étoiles dans les yeux. J'étais impatient de voir ses réactions, de revivre à travers lui ces moments magiques de ma propre enfance. Mais alors que le film avançait, un détail m'a soudainement sauté aux yeux. Dans une scène où C-3PO déambule dans les couloirs de la base rebelle sur Hoth, quelque chose ne collait pas. Mon regard s'est attardé sur sa jambe droite. Elle n'était pas dorée. Elle était argentée. Une couleur terne, qui contrastait violemment avec le reste de son corps étincelant. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'un effet d'éclairage, ou même d'une erreur de restauration. Pourtant, plus je regardais, plus il devenait évident que cette jambe n'était jamais dorée. C'était comme si elle avait toujours été argentée. Intrigué, j'ai stoppé le film et j'ai fait quelques recherches rapides sur mon téléphone. Et là, je suis tombé sur une révélation qui m'a déstabilisé, C-3PO a toujours eu une jambe argentée dans le premier film. Depuis Un Nouvel Espoir jusqu'à l'Empire contre-attaque, il n'a jamais été complètement doré, malgré ce que je croyais. Ce que je pensais être un petit détail anodin est en réalité connu de nombreux fans. Un frisson m'a parcouru. Je revoyais dans ma tête chaque scène, chaque jouet que j'avais collectionné, chaque image promotionnelle accrochée sur les murs de ma chambre d'enfant. Tous ces souvenirs se heurtaient à cette nouvelle réalité. Je me suis mis à fouiller sur Internet, lisant les témoignages de personnes ayant vécu la même expérience. Apparemment, je n'étais pas seul. Beaucoup se souvenaient d'un C-3PO complètement doré, sans exception. Je suis allé chercher dans ma vieille collection de figurines, bien rangée dans un carton depuis des années. Je l'ai ouvert avec précaution, sortant délicatement mon C-3PO, et espérant trouver une preuve que mes souvenirs étaient justes. Mais là encore, sa jambe droite était d'un argent éclatant. Le sentiment de confusion a laissé place à une angoisse sourde. Les souvenirs de mon enfance semblaient se dérober sous mes pieds. Et puis, j'ai commencé à me souvenir de discussions lues sur Internet, de théories autour de la faille temporelle, qui se serait produite en 2012. Ce fameux moment où le CERN, le laboratoire de recherche nucléaire, a activé son accélérateur de particules, le LHC. Certains affirment que cet événement aurait causé un dérèglement de la réalité, une sorte de glissement entre plusieurs lignes temporelles. Depuis 2012, des détails que nous pensions immuables ont commencé à changer, logos, répliques de films, souvenirs communs et maintenant, C-3PO. Si cette théorie est vraie, cela signifierait que mon souvenir d'un C-3PO tout en or provient d'une version différente de notre réalité. Une version où il n'avait pas cette maudite jambe argentée. Et ce n'est qu'un des nombreux fragments de cet autre monde qui persiste en nous, nous laissant dans un état de confusion permanente. Je n'ai pas osé en parler à mon fils. À quoi bon troubler sa découverte de cet univers magique? Mais, au fond de moi, je ressens un malaise, une sorte de vertige chaque fois que je revois C-3PO boitant sur sa jambe argentée. Comme un rappel constant que quelque chose a changé, imperceptiblement, mais définitivement. Depuis ce jour, chaque fois que je vois un autre détail étrange, une incohérence entre mes souvenirs et la réalité, je ne peux m'empêcher de penser à cette année 2012, à ce moment précis où le CERN a activé son accélérateur. Peut-être que ce n'est qu'une coïncidence. Peut-être que mes souvenirs sont simplement erronés, mais une part de moi refuse de l'accepter. Quelque chose a dérapé, et ce C-3PO à la jambe argentée est la preuve silencieuse que notre réalité n'est plus tout à fait la même. Quand on pense à Cendrillon,
l'image qui vient tout de suite à l'esprit est celle d'une belle jeune femme dans une robe bleu ciel scintillante, dansant avec le prince. Depuis toujours, Disney nous a habitués à cette version emblématique de la robe de bal, à tel point que l'idée même qu'elle puisse être d'une autre couleur semble absurde. Pourtant, c'est là que l'histoire devient intéressante. Si l'on regarde de plus près, la robe de Cendrillon dans le film original de 1950 n'est pas vraiment bleue. En réalité, elle est d'un blanc argenté, presque lumineux, qui semble changer de teinte selon l'éclairage. Mais pourquoi alors cette perception universelle qu'elle est bleue ? Et pourquoi Disney la représente-t-il toujours ainsi dans ses produits dérivés et ses publicités ? Il s'avère que tout cela est une question de marketing. Lorsqu'il s'agit de vendre des robes de princesse aux jeunes filles, les couleurs ont une importance capitale. Le blanc, traditionnellement associé aux robes de mariée, posait un problème, il risquait de rendre les robes de Cendrillon trop solennelles ou, pire, trop adultes pour les enfants. De plus, dans l'imaginaire collectif, les robes blanches sont synonymes de mariage, et ce n'était pas le message que Disney voulait véhiculer auprès des petites filles. Ils ont donc fait un choix astucieux, commercialiser la robe comme étant bleue, une couleur vive et attrayante qui parle directement à leur jeune public. Les vêtements, les jouets, les livres et les costumes de Cendrillon ont tous été pensés dans des teintes de bleu, uniformisant ainsi l'image de la princesse dans cette couleur. Cela a créé une sorte d'effet de masse, même si la robe est argentée dans le film, tout le monde se rappelle de cette robe bleue. Intrigué par cette révélation, je suis allé chercher davantage d'informations. J'ai découvert une vidéo sur YouTube. Dans cette vidéo, ils expliquent en détail comment Disney a manipulé l'image de Cendrillon pour des raisons de marketing, tout en analysant les différents aspects de la robe à travers les adaptations successives du conte. Chaque fois que Cendrillon apparaissait dans un film, une série ou un événement de la marque, sa robe semblait de plus en plus bleue, s'éloignant de sa couleur d'origine. À travers cette stratégie, Disney a réussi à créer un paradoxe visuel, la robe de Cendrillon est blanche dans le film d'animation, mais elle est devenue bleue dans la culture populaire. Ce changement de couleur est devenu si profondément ancré dans l'inconscient collectif que même en regardant le film aujourd'hui, beaucoup de gens jureraient que la robe est bleue, oubliant complètement ses nuances argentées. Je trouve fascinant de voir comment une simple question de marketing peut modifier notre perception des choses, transformant un détail en une croyance universelle. Cela montre à quel point notre mémoire est malléable et influencée par ce que nous voyons et consommons. Alors, la prochaine fois que vous pensez à Cendrillon et à sa fameuse robe bleue, prenez un moment pour revoir le film original. Vous pourriez être surpris de constater que ce que vous pensiez être vrai, ne l'est peut-être pas tant que ça. Quand j'étais enfant, l'un de mes moments préférés était de me lever tôt le samedi matin, d'allumer la télé et de plonger dans l'univers loufoque des Looney Tunes. Oui, Looney Tunes, avec 2 O. Je me souviens parfaitement de ce nom, gravé dans ma mémoire comme si je pouvais encore le lire sur l'écran. C'était écrit en grosses lettres arrondies, colorées, avec ce double O, qui formait presque des yeux comiques, en harmonie avec le style déjanté des personnages. Porky Pig qui clôturait chaque épisode avec son fameux « c'est tout », les amis, Daffy Duck qui criait après Bugs Bunny, ou encore le Bip Bip qui échappait toujours à Ville Coyote. Chaque épisode m'apportait des éclats de rire et des moments de pur bonheur. Le générique aussi était un de mes moments préférés, avec cette mélodie entraînante et ces mots qui s'affichaient à l'écran, Looney Tunes. Je n'ai jamais douté une seule seconde de ce nom. Mais voilà que, récemment, en discutant de dessins animés d'enfance avec des amis, un détail est venu troubler ce souvenir que je pensais inébranlable. Quelqu'un a mentionné les Looney Tunes. Ce terme m'a interpellé. Pourquoi « Tunes » ? Pour moi, c'était Toons, en référence au cartoon, non ? J'ai tout de suite pensé qu'il s'agissait d'une erreur. Alors, j'ai décidé de faire une petite recherche rapide sur Internet pour confirmer ce que je savais déjà. À ma grande surprise, tous les résultats affichaient Looney Tunes. Toutes les affiches, les génériques, les produits dérivés, tout était marqué Tunes. C'était comme si la version Toons n'avait jamais existé. Je me suis senti bizarre, presque déphasé. Je me souvenais clairement du Toons avec 2 O, comme un souvenir net et précis. J'ai passé des heures à chercher des images d'archives, des vieilles cassettes VHS, n'importe quoi qui prouverait que je n'étais pas fou, que j'avais raison. Mais tout pointait vers Tunes. Pas de traces de Toons.
Perdu dans cette confusion, j'ai décidé d'en parler autour de moi. Je voulais savoir si d'autres se souvenaient de la même chose. Et à ma grande surprise, plusieurs personnes se sont exclamées « Oui, moi aussi je me souviens de Looney Tunes ». Ce fut un soulagement, au début, de constater que je n'étais pas le seul. Mais plus je parlais avec eux, plus nous réalisions qu'il n'y avait aucune preuve tangible pour étayer nos souvenirs. Comment était-ce possible ? Comment se fait-il qu'autant de gens se souviennent de la même chose, alors que toutes les preuves indiquent le contraire ? J'ai même retrouvé un ancien camarade de classe, un passionné des Looney Tunes, et lui aussi se souvenait distinctement du Toons. Il me racontait comment il dessinait les personnages en reproduisant le logo Looney Tunes avec ses deux grands O. C'était quelque chose qui nous semblait tellement évident, quelque chose que nous avions vu des milliers de fois. Plus je creusais, plus j'avais l'impression de perdre la tête. Chaque site, chaque forum, chaque vidéo sur YouTube indiquait Looney Tunes. Mes souvenirs, ainsi que ceux de mes amis, se heurtaient sans cesse à cette réalité. Je me rappelle même de ma mère, qui disait « C'est les Looney Tunes que tu veux regarder ?» Ce n'est pas le genre de choses que l'on invente, surtout à cet âge-là. Aujourd'hui, je ne sais plus quoi penser. Cette différence entre Toon et Toons semble insignifiante, mais pour moi, c'est comme une fissure dans le tissu de la réalité. Cela me donne l'impression qu'une partie de mon enfance a été réécrite, modifiée d'une manière inexplicable. À chaque fois que j'en parle, je retrouve d'autres personnes qui ont le même souvenir. Nous ne sommes pas seuls, et pourtant, c'est comme si nos souvenirs étaient des illusions, des images d'un passé qui n'a jamais existé. L'histoire des Looney Tunes est devenue pour moi bien plus qu'une simple question de nom. C'est le symbole d'un mystère plus grand, d'un monde où la réalité semble glisser et se reformer, changeant des petits détails que l'on croyait pourtant inaltérables. Aujourd'hui, en redécouvrant Bambi, ce film culte de mon enfance, j'ai ressenti un frisson étrange. Je me préparais psychologiquement à revivre ce moment bouleversant où la mère de Bambi meurt, une scène que je me souvenais avoir lieu presque immédiatement après le début du film. Ce souvenir était gravé en moi comme une cicatrice ancienne. Mais ce qui m'attendait a été encore plus troublant que le choc émotionnel de sa disparition. Dès les premières minutes, j'ai senti quelque chose d'inhabituel. Je me souvenais que la mort de la mère de Bambi arrivait très tôt, comme si le film se précipitait pour plonger le spectateur dans la cruauté de la vie sauvage. Pourtant, les minutes s'écoulaient, et la mère de Bambi restait en vie. Elle accompagnait encore son faon à travers la forêt, lui apprenait à reconnaître les dangers, à se nourrir. Plus je regardais, plus la scène de la tragédie que j'attendais se faisait attendre. Un sentiment d'étrangeté a commencé à monter en moi, une impression sourde que quelque chose n'allait pas. J'ai regardé l'horloge, plus de 30 minutes s'étaient écoulées. Où était cette scène dévastatrice qui, dans mes souvenirs, avait lieu dès les premières lueurs du film ? J'étais certain que la mère de Bambi disparaissait presque immédiatement, laissant le petit faon seul et désorienté. Et pourtant, elle était toujours là. Puis, soudainement, le drame est survenu, après plus de 35 minutes. La scène s'est déroulée sous mes yeux, la fusillade, la course désespérée, le silence glacial. La mère de Bambi n'était plus. Mais ce qui m'a le plus secoué n'était pas sa mort, mais l'emplacement de cette scène dans le film. Comment cela pouvait-il être possible ? Je me souvenais si clairement de sa mort survenant bien plus tôt. Je n'ai pas pu m'empêcher d'en parler à mes amis, tous grands amateurs de dessins animés et de classiques Disney. Leur réaction a été unanime. Tous partageaient la même certitude que moi, la mort de la mère de Bambi se produisait presque au début du film. Elle meurt quasiment tout de suite, non, m'a affirmé l'un d'eux. Un autre a même ajouté qu'il avait toujours pensé que le film commençait à peine lorsque Bambi perdait sa mère. Il y avait un accord total entre nous, un souvenir commun, une image gravée dans nos esprits. Mais, bizarrement, cette réalité que nous avions tous en tête ne correspondait plus à ce que nous avions sous les yeux. J'ai essayé de pousser les recherches plus loin, de consulter d'autres personnes, même de fouiller dans des forums en ligne pour comprendre. Des dizaines de témoignages répétaient la même chose, des gens persuadés que la mère de Bambi mourait dans les 15 premières minutes du film. Pourtant, aucune version du film, qu'elle soit ancienne ou restaurée, ne montre cela. La mère de Bambi meurt bel et bien dans la seconde moitié du film, et aucune trace ne laisse présager que cela ait un jour été différent.
Cette incongruité a laissé en moi un sentiment de malaise persistant. C'est comme si nos souvenirs avaient été altérés d'une manière subtile mais implacable. Récemment, j'ai enfin pris le temps de lire 1984 de George Orwell. Ce livre, dont tout le monde parle comme d'un classique incontournable, traînait sur mon étagère depuis des années, attendant le bon moment pour être découvert. Une fois plongé dans l'histoire, j'ai été happé par l'univers sombre et oppressant qu'Orwell a su créer. Je connaissais les grandes lignes, un régime totalitaire contrôlant chaque aspect de la vie, la surveillance constante, la réécriture de l'histoire, mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la similitude avec une expérience que j'avais déjà vécue, sans jamais vraiment faire le lien. Dans 1984, le parti contrôle la réalité. Winston Smith, le personnage principal, travaille au ministère de la Vérité, où il modifie des articles, change des faits, réécrit l'histoire pour que tout corresponde à la version du passé que le parti souhaite imposer. Les archives sont falsifiées, les souvenirs effacés, et les citoyens finissent par croire sans hésiter aux nouvelles versions qui leur sont présentées. Le passé devient un terrain malléable, transformé à volonté, et personne n'est capable de se souvenir de ce qu'il était réellement. Ce concept m'a tout de suite rappelé l'effet Mandela. Cette sensation troublante que des souvenirs que nous croyons solides se retrouvent en contradiction avec la réalité actuelle. Comme lorsqu'on se souvient du logo d'une marque d'une certaine façon, pour découvrir qu'il a toujours été différent, ou lorsqu'on pense à une réplique de film iconique qui n'a jamais été prononcée de la manière dont nous l'imaginions. Ce genre de phénomène m'a toujours intrigué, mais en lisant 1984, tout a pris une autre dimension. J'ai soudainement ressenti une étrange angoisse en faisant le parallèle entre ce monde fictif où le passé est continuellement réécrit et la sensation de perte de repères que provoque l'effet Mandela. Ce n'était plus seulement des souvenirs déformés ou des erreurs de mémoire. Je me suis surpris à me demander si, quelque part, il n'y avait pas un lien plus profond, plus dérangeant. En modifiant la mémoire collective, le parti d'Orwell contrôle non seulement le présent, mais aussi ce que les gens croient du passé. Il crée un futur où la vérité elle-même devient relative. Cette corrélation m'a paru effrayante. L'idée que ce que je perçois comme des souvenirs authentiques pourrait, à tout moment, se révéler faux, m'a profondément troublé. Chaque souvenir que je tiens pour vrai pourrait être une illusion, une version déformée de ce qui a été. En refermant le livre, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à mes propres expériences avec l'effet Mandela. Ces moments où je me suis senti perdu, déconnecté de ce que je pensais être la réalité. J'ai repensé à des détails, des souvenirs qui ne correspondaient plus à ce que j'étais certain d'avoir vécu. Comme cette fameuse scène de Star Wars où Dark Vador disait « Luke, je suis ton père » alors qu'en réalité, il n'a jamais prononcé ces mots exactement ainsi. Ou encore le logo des Looney Tunes, que je croyais orthographié Looney Tunes pendant toute mon enfance. En relisant ces passages de 1984, j'ai ressenti un frisson désagréable. Orwell n'écrivait pas seulement une dystopie. Il décrivait un mécanisme psychologique, une forme de manipulation subtile, presque invisible, qui peut transformer notre perception de la réalité. Les souvenirs altérés, les vérités réinventées, et cette capacité à effacer ce que nous pensions être immuable. Je ne pouvais m'empêcher de penser à cette étrange époque que nous vivons, où l'information elle-même est parfois remise en question, où ce que nous lisons et voyons peut varier selon les sources, et où il devient de plus en plus difficile de savoir ce qui est vrai. Orwell parlait d'un futur hypothétique, mais en lisant son livre, je me suis senti projeté dans un miroir déformant, un reflet inquiétant de notre propre réalité. En finissant 1984, un sentiment d'inquiétude s'est installé en moi. Cette lecture, que je croyais être une simple immersion dans une dystopie classique, s'est transformée en quelque chose de bien plus personnel. J'ai vu, dans ces pages, l'écho de l'effet Mandela, une sorte de déformation de la mémoire collective. Et depuis, je ne peux m'empêcher de penser que, d'une certaine manière, ce que j'ai lu dans ce roman résonne d'une façon étrange avec les expériences que nous partageons aujourd'hui. Chaque souvenir que je pensais intact est désormais teinté de doute. Quand j'étais plus jeune, il y avait une image qui semblait être partout, un tableau représentant des chiens jouant au poker. C'était une œuvre emblématique, un peu kitsch, mais qui captait l'attention par sa mise en scène improbable et l'expression presque humaine des chiens. Pour moi, cette image est synonyme de salles enfumées,
de conversations animées et de ce sentiment de mystère entourant le monde des adultes. Cependant, ce dont je me souviens est très précis et, apparemment, introuvable. Je me souviens d'un bulldog, assis là, arborant une visière verte comme un croupier professionnel, occupé à distribuer les cartes. Il semblait être le maître de cérémonie, son regard concentré et sûr de lui. Tout autour de lui, d'autres chiens se penchaient autour de la table, presque tous du même côté, un peu comme une scène de sitcom filmée sous un angle calculé. La table elle-même était éclairée de manière à ce que les chiens se détachent du fond sombre, créant une atmosphère à la fois intimiste et chargée de tension, comme si chacun des joueurs savait que tout se jouait sur cette dernière main. Cette scène me revient avec une clarté surprenante. Je me rappelle même l'ambiance du lieu, un arrière-salon enfumé, comme on en voyait dans les films noirs, où le mobilier était vieux et usé, mais élégant. J'étais persuadé que ce tableau faisait partie des œuvres classiques de Cassius Marcellus Coolidge, le peintre qui a immortalisé les chiens dans des situations humaines. Pourtant, en cherchant à retrouver cette image, je me suis heurté à un mur. J'ai écumé des pages et des pages de résultats sur Google, fouillé chaque recoin du web en utilisant différents mots-clés, mais aucune des versions du tableau que j'ai trouvé ne correspond à mon souvenir. La plupart des représentations montrent des chiens dispersés de manière égale autour de la table, et aucune ne met en avant ce bulldog à la visière verte qui, pour moi, était l'élément central. J'ai même exploré l'idée que ce tableau soit une œuvre moins connue de Coolidge, ou peut-être l'interprétation d'un autre artiste inspiré par son style. Pourtant, malgré mes recherches, je n'ai rien trouvé qui corresponde exactement à cette image que j'ai en tête. En lieu et place, je suis tombé sur des réinterprétations modernes, parfois générées par des intelligences artificielles, mais aucune n'a capturé l'essence de ce souvenir. Quand The Hunger Games est sorti en 2012, je me souviens avoir été captivé par la tension et la brutalité de cette compétition mortelle. Une scène en particulier m'est restée en mémoire, et je suis sûr que je ne suis pas le seul à m'en rappeler. C'était un moment frappant, juste avant le début officiel des Jeux, l'un des tribus, peut-être par peur ou par maladresse, s'avançait trop près de la bordure de sa plateforme. Il faisait un faux pas et boum. Il explosait, déclenchant accidentellement les mines placées tout autour des tribus pour empêcher toute fuite avant le coup d'envoi. La détonation résonnait dans l'arène et la tension montait d'un cran. Je me souviens encore du silence choqué des autres tribus, paralysées par ce qui venait de se produire. Il m'a fallu quelques années avant de décider de revoir le film. J'avais tellement parlé de cette scène à mes amis, leur expliquant à quel point elle montrait la cruauté de l'arène et l'état de stress dans lequel se trouvaient les tribus. Mais en revoyant The Hunger Games, je me suis rendu compte que cette scène n'était nulle part. J'ai cru que j'avais peut-être manqué un passage, alors j'ai passé le film au peigne fin, cherchant cet instant précis, mais en vain. J'étais confus. Où était donc passée cette scène que j'avais si bien mémorisée ? J'ai commencé à en parler autour de moi, pensant que d'autres personnes devaient se rappeler ce moment. Et, à ma grande surprise, plusieurs amis, tout aussi fans que moi de la saga, avaient exactement le même souvenir. Ils se rappelaient de cette scène d'un tribut explosant, la tension palpable, le chaos qui s'ensuivait. Nous étions tous persuadés que ce passage existait. Mais alors, pourquoi ne le trouvions-nous nulle part ? C'est là que j'ai découvert qu'il s'agissait d'un effet Mandela. Apparemment, nous n'étions pas les seuls à nous souvenir de cette scène. Sur Internet, des forums et des discussions entières étaient dédiés à ce moment inexistant du film. Les gens en parlaient comme si c'était une réalité, ils se souvenaient des sons, des réactions des tribus, des détails visuels. Pourtant, cette scène n'a jamais été filmée, ni incluse dans le montage final, ni même mentionnée dans le scénario ou le livre. Étant autrichien, j'ai grandi avec une éducation axée sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et l'ascension d'Hitler. Dans les cours d'histoire, on nous expliquait souvent que l'idéal arien, selon lui, était un Allemand parfait, cheveux blonds, yeux bleus, l'image même de la pureté raciale qu'il prônait. C'était un concept martelé dans nos têtes, à travers les manuels et les récits historiques. Mais ce qui me faisait sourire à l'époque, c'était le paradoxe évident entre cet idéal et l'apparence d'Hitler lui-même. Je me souviens de ces moments de classe, assis au fond de la salle, échangeant des regards amusés avec mes amis. Nous trouvions ridicule qu'Hitler, avec ses cheveux bruns et ses yeux sombres, puisse se poser en défenseur de ce modèle de pureté physique.
Cela semblait tellement hypocrite que nous plaisantions souvent à ce sujet. Voilà, le grand Führer aux cheveux bruns, qui n'aurait même pas pu se classer dans ses propres critères. Cette contradiction, aussi absurde soit-elle, était pour nous un point de discussion régulier, presque un moyen de dédramatiser ce personnage historique sinistre. Mais récemment, en discutant avec d'autres personnes et en cherchant sur Internet, j'ai ressenti une étrange sensation de décalage. Selon les descriptions actuelles et la documentation historique que je trouve maintenant, Hitler est presque systématiquement décrit comme ayant des yeux bleus. Il y a même des photos retouchées ou des œuvres de propagande où ses yeux apparaissent clairs, en totale contradiction avec l'image que j'avais conservée dans ma tête. J'ai voulu vérifier cette information auprès d'autres amis d'enfance, ceux avec qui nous plaisantions sur cette incohérence. La plupart d'entre eux se souviennent également d'un Hitler aux yeux bruns, non pas bleus. C'était comme une évidence, quelque chose que nous avions vu maintes et maintes fois dans les livres ou les films documentaires. Pourtant, aujourd'hui, tout semble indiquer le contraire. Partout, il est dit qu'Hitler avait les yeux bleus, et cette information est devenue presque incontestable. Mais d'où vient alors ce souvenir que je partage avec tant d'autres ? Pourquoi avons-nous tous cette image d'un Hitler brun aux yeux sombres, qui contredit les descriptions actuelles ? Le souvenir reste clair dans mon esprit, je vois encore ses manuels scolaires avec ses portraits, ses yeux foncés qui tranchent avec le discours qu'il prônait. Chaque nouvelle recherche me laisse une impression étrange, comme si la réalité avait été réécrite. Personne ne se souvient du moment précis où les mots sur le rétroviseur ont changé, comme par magie, sans qu'on y prête attention. Personne ne peut dire quand exactement le logo sur ses sous-vêtements a basculé, devenant quelque chose de différent, étranger. C'est comme si tout cela appartenait à un rêve lointain, flou, à peine palpable. Un rêve où tout semblait normal, mais où, en se réveillant, chaque détail avait changé, sans prévenir. Ce ne sont pas de simples oublis. Non. C'est plus que ça. C'est comme si ces souvenirs, si clairs autrefois, avaient été remplacés par des illusions, des faux souvenirs implantés, introduits dans nos esprits sans que nous nous en rendions compte. Comme si nous n'étions que des cobayes, soumis à des expériences que nous ne comprenons même pas. Chaque détail glisse entre nos doigts, chaque certitude s'effondre, et on se retrouve à se demander, qu'est-ce qui s'est réellement passé comme on s'en souvient ? Où sommes-nous vraiment ? Qui sommes-nous, et quelle est la vérité dans ce brouillard d'incertitude ? Je me pose souvent ces questions. Et plus je tente d'y répondre, plus la réalité semble s'éloigner. Est-ce que nous sommes déjà morts, coincés dans un entre-deux ? Ou peut-être que tout ceci n'est qu'un coma profond, une illusion fabriquée par notre propre esprit pour nous protéger de quelque chose de bien plus sombre ? Parfois, je me demande si nous ne sommes pas plongés dans une sorte de transe technologique, un état où chaque fragment de ce que nous percevons est contrôlé, manipulé. Rien n'est clair, rien n'est sûr. Et ce qui me trouble encore plus, c'est de constater que les gens qui nous ont appris à douter, à poser des questions, semblent même si indifférents maintenant. Ceux qui nous ont élevés, qui nous ont appris à analyser, à être sceptiques, sont devenus des étrangers. Leurs yeux se vident de toute émotion lorsque je tente d'aborder ces sujets. Leur réponse est automatique, désintéressée, presque robotique. Comme s'ils n'étaient plus vraiment là, comme s'ils n'étaient plus les parents que je me rappelle. Je leur parle de ces changements, de ces souvenirs qui vacillent, et ils me regardent comme si je parlais un langage étranger. Ils ne se souviennent de rien, ou pire, ils s'en moquent. Leur regard se fige, et leurs paroles semblent dénuées d'âme. Ce ne sont plus eux, pas ceux qui m'ont élevé. Quelque chose a changé en eux aussi. C'est comme si la réalité elle-même avait été réécrite, et qu'ils étaient désormais des figurants dans une histoire qui ne nous appartient plus. Il y a un vertige constant qui m'habite, un sentiment que je ne peux pas expliquer, mais qui est là, tapi dans l'ombre. Quelque chose ne va pas, quelque chose ne correspond pas à ce que je connais. Le monde semble à la fois familier et étranger. C'est comme si nous étions des fragments d'une réalité brisée, coincés dans une boucle où tout ce qui était autrefois réel s'effondre peu à peu, et où les réponses se dérobent à chaque pas. Depuis mon adolescence, Kurt Cobain a toujours été une figure qui m'intriguait. Son style vestimentaire, tout comme sa musique, me semblait inimitable, à la fois brut et décalé. Je me souviens avec précision de certains de ses looks les plus audacieux,
comme ce fameux blouson rose qu'il portait lors d'une interview marquante. Ce vêtement était si distinct, si surprenant. Je m'en rappelle encore comme si c'était hier, la teinte vive du rose contrastait fortement avec l'image du rocker torturé qu'il véhiculait. Récemment, lors d'une discussion entre amis, j'ai voulu leur montrer cette fameuse image qui avait tant marqué mon esprit. J'ai commencé à chercher sur Internet, certain de trouver des photos de cette tenue bien connue. À ma grande surprise, je n'ai rien trouvé. Pas la moindre trace de ce blouson rose. J'ai fouillé parmi des dizaines de pages, des sites spécialisés sur Nirvana, des forums de fans, et même des archives de magazines musicaux. Aucune image ne correspondait à ce souvenir. Toutes les photos de Kurt Cobain le montraient avec ses habituels pulls en laine, chemises à carreaux ou t-shirts usés, mais pas de blouson rose. J'ai commencé à douter de moi. Pourtant, le souvenir était bien là. Ce blouson, je l'avais vu, comment aurais-je pu l'imaginer ? Intrigué, j'ai contacté d'autres fans de Nirvana, et plusieurs d'entre eux se souvenaient aussi de ce vêtement. Ils décrivaient le même blouson rose, un peu vieilli, porté par Kurt dans cette interview. On était plusieurs à avoir cette image en tête, mais personne n'a pu trouver la moindre preuve de son existence. Cette absence totale de photos ou de vidéos m'a amené à penser que quelque chose avait changé. Soit la réalité a été altérée, soit cette image a été délibérément modifiée ou effacée. Peut-être que nous avons glissé d'un univers à un autre, d'une version de notre monde où Kurt portait ce blouson rose à celle où il n'en a jamais eu. C'est comme si ce souvenir était un vestige d'un passé oublié par le monde actuel. L'autre possibilité qui me traverse l'esprit, c'est qu'une décision consciente a été prise pour effacer ce détail de la mémoire collective. Un effort pour rendre Kurt plus conforme à une certaine image, plus authentiquement rock, sans cet éclat de couleurs vives. Peu importe la raison, tout cela reste très troublant. Nous sommes pourtant nombreux à partager ce souvenir, comme s'il était gravé dans notre esprit, bien qu'il ne subsiste aucune preuve. En 2001, Melvision faisait partie de mon quotidien. C'était une émission magique, où se mêlaient conteurs et personnages fantastiques dans un petit village féerique. Je m'installais tous les jours devant la télévision, transporté dans ce monde merveilleux. Je me souviens particulièrement de ce jour-là, un jour qui reste gravé dans ma mémoire pour une raison bien particulière. L'épisode était centré sur Tonio Cartonio, l'elfe bricoleur. Comme à son habitude, il fabriquait quelque chose en utilisant du carton, de la colle et divers petits objets. À un moment donné, il a pris dans ses mains un ruban jaune vif. Le ruban se détachait clairement des autres matériaux. Tonio, avec son énergie habituelle, s'apprêtait à expliquer comment l'intégrer dans son bricolage. C'était juste avant qu'il puisse dire un mot de plus que l'image s'est brusquement coupée. L'émission a été interrompue par un flash spécial. Les tours jumelles de New York venaient d'être attaquées. Un silence pesant a envahi la pièce. Mon attention, happée par cette tragédie en direct, s'est éloignée de cet étrange ruban jaune. Les années ont passé, mais le souvenir de cet épisode m'est resté en tête. Ce ruban jaune, interrompu en plein milieu de son explication, est devenu une sorte de mystère personnel. J'en ai parlé à plusieurs reprises avec des amis qui regardaient aussi l'émission. Eux aussi se souvenaient parfaitement de ce moment. Le ruban jaune, prêt à être intégré dans le bricolage de Tonio Cartonio, est devenu une sorte de blague récurrente entre nous. Lors de discussions, nous évoquions souvent ce souvenir avec humour, comme si l'événement tragique avait eu pour objectif de nous empêcher de connaître la finalité de cet accessoire. Au fil du temps, des discussions ont même émergé sur des forums en ligne. De nombreux téléspectateurs de l'émission partageaient le même souvenir. La communauté s'est mise à créer des mèmes, transformant ce ruban jaune en symbole mystérieux, un détail anecdotique devenu culte par accident. Ce souvenir commun semblait relier beaucoup d'entre nous, comme un fil ténu qui nous ramenait à ce moment précis. Puis, l'année dernière, Melvision a refait surface à la télévision pour une émission spéciale anniversaire. Tonio Cartonio, l'acteur qui incarnait l'elfe, a été invité à répondre aux questions de fans. L'occasion rêvée pour retrouver la trace de ce fameux ruban jaune. Lorsque l'animateur lui a demandé de se remémorer ce jour-là, il a paru surpris. Selon lui, il n'y a jamais eu de ruban jaune dans aucun épisode de Melvision. L'acteur a expliqué qu'il n'avait jamais utilisé ce type d'accessoire, que ce soit dans les bricolages ou les jeux de scène.
Ces paroles ont glacé le sang de nombreux téléspectateurs. Tout ce dont nous étions sûrs s'est effondré en un instant. Tous ces souvenirs de cet objet, toutes ces blagues, toutes ces discussions, n'auraient été que le fruit de notre imagination. Pourtant, ces images étaient nettes dans mon esprit. Les mains de Tonio tenant le ruban, ses gestes précis, et ce moment d'interruption brutale. Les témoignages des autres téléspectateurs corroborent cette sensation. Nous avons vu ce ruban jaune. Ce moment existait, nous en étions persuadés. Pour essayer de comprendre, j'ai regardé l'épisode rediffusé, celui-là même qui avait été interrompu ce jour-là. Rien. Aucune trace du ruban jaune. Tout se déroulait comme je m'en souvenais, mais sans cet accessoire. Tonio bricolait, expliquait ses gestes, mais le ruban n'apparaissait jamais. Ce détail avait disparu, comme s'il n'avait jamais été là. Comme s'il s'était effacé de l'histoire. Je vis au Mexique, où les tianguis font partie du quotidien. Ce sont ces marchés aux puces où l'on trouve de tout, des produits chinois à bas prix, des légumes frais, des vêtements de seconde main, et surtout, des copies contrefaites de films et de musique. Ma mère avait l'habitude d'y faire quelques emplettes, et un jour, en 2004, elle est rentrée à la maison avec une copie piratée de Curious George, ce film d'animation que je connaissais vaguement de nom. C'était un moment de bonheur simple, mon frère et moi, assis devant notre vieille télévision, un grand bol de pop-corn entre nous, prêts à découvrir ce que nous pensions être une aventure amusante. Le film était charmant, léger et drôle. Je me souviens particulièrement de cette chanson, Upside Down, qui accompagnait plusieurs scènes et qui m'a marqué par son rythme entraînant. L'animation, les personnages, tout m'a semblé professionnel, comme un film produit par un grand studio. Ce qui m'a le plus surpris, c'est à quel point le doublage en espagnol était bien fait. Ce n'était pas une de ces mauvaises copies avec un doublage bâclé, non, c'était d'une qualité impressionnante pour un DVD contrefait. Nous avons regardé ce film plusieurs fois, riant aux mêmes scènes, fredonnant cette chanson à chaque nouvelle écoute. Le DVD a trouvé sa place parmi notre petite collection de films achetés au Tianguis. Puis, comme tant d'autres objets de notre enfance, il a été mis de côté, oublié, remplacé par de nouvelles distractions. 2 ans plus tard, en 2006, quelque chose d'étrange s'est produit. Je me souviens d'être tombé par hasard sur une bande-annonce à la télévision. C'était Curious George. Mais cette fois-ci, il s'agissait de sa sortie officielle en salle. J'ai été pétrifié en voyant les images, c'était exactement le même film que celui que nous avions regardé en famille 2 ans auparavant. Les mêmes scènes, les mêmes dialogues, et même cette chanson Upside Down qui résonnait à travers l'écran. J'étais stupéfait. J'ai cherché à en parler à ma mère, mais elle n'a pas semblé comprendre l'étrangeté de la situation. Mon frère, lui aussi, n'a pas réagi avec autant de surprise que moi. Après tout, pour nous, ce film avait déjà existé, nous l'avions vu des dizaines de fois. Nous n'avons pas approfondi la question, nous contentant de hausser les épaules et de continuer notre vie. Ce n'était qu'un détail anodin, quelque chose que nous ne pouvions pas vraiment expliquer. Des années plus tard, un simple clic sur une vidéo YouTube a ravivé ce souvenir. Une vidéo parlant des films d'animation sous-estimés mentionnait Curious George. L'année de sortie affichée était bel et bien 2006. Je me suis figé, un étrange frisson parcourant ma colonne vertébrale. Je me suis souvenu de ce DVD piraté, de ces moments passés à rire avec mon frère, de cette chanson que je n'ai jamais oubliée. J'ai immédiatement appelé mon frère pour lui parler de ce souvenir. Au début, il pensait que je divaguais. Puis, il a fini par se rappeler ce même DVD, ces mêmes scènes, ces mêmes éclats de rire. Ce film avait bien existé pour nous en 2004. Mais comment ? Comment un film qui, officiellement, n'est sorti qu'en 2006, avait-il pu se retrouver sur notre téléviseur 2 ans auparavant ? Le DVD a disparu lorsque nous avons déménagé de notre ancienne maison. Nous n'avons jamais pu remettre la main dessus. J'ai cherché partout, fouillé des boîtes, contacté des amis pour savoir s'ils l'avaient emprunté, mais il s'est tout simplement volatilisé, emportant avec lui cette preuve tangible de ce qui s'était produit. J'ai parcouru des forums en ligne, partagé cette histoire avec des inconnus qui auraient pu vivre quelque chose de similaire. Mais tout ce que j'ai trouvé, ce sont des regards sceptiques, des doutes, des questions laissées sans réponse.
C'est une théorie qui me trotte dans la tête depuis un moment. Je sais que d'autres ont probablement eu cette pensée aussi, mais j'ai besoin de la partager. Imaginez qu'on puisse voyager dans le temps. L'un des premiers réflexes de beaucoup serait de revenir en arrière pour tuer Hitler et empêcher l'Holocauste, cet événement atroce qui a marqué l'histoire humaine de manière indélébile. Mais, et si l'on était en train de s'approcher de quelque chose de pire encore? Un futur apocalyptique, peut-être une guerre nucléaire mondiale ou même une extinction massive causée par l'homme. Depuis 2016, j'ai remarqué une hausse significative d'effets Mandela. Des détails qui changent subitement dans notre quotidien, des souvenirs partagés par des millions de personnes qui ne correspondent plus à la réalité. C'est comme si, au fil des années, notre réalité se déformait de plus en plus. Tout cela coïncide avec une période marquée par des bouleversements politiques et sociaux majeurs, l'élection de Trump, le Brexit, la montée des tensions internationales. Et si ces moments étaient bien plus cruciaux qu'ils ne le paraissent à première vue? Si ces événements représentaient en réalité les premières pierres d'un avenir cataclysmique, que les générations futures essaieraient désespérément d'éviter? Ma théorie est simple, les effets Mandela pourraient être les traces laissées par des voyageurs temporels. Des hommes et des femmes du futur, venant en 2016 et au-delà, dans une tentative de réécrire l'histoire pour empêcher un désastre bien plus grand que l'Holocauste. Ils essaieraient de stopper le premier domino, celui qui déclencherait toute une série d'événements menant à la chute de notre civilisation. Ces personnes, qui auraient grandi dans un monde ravagé, reviendraient à notre époque car elles seraient considérées comme le point de bascule, le moment critique où tout pourrait encore être changé. Les effets Mandela, alors, ne seraient pas simplement des défaillances de la mémoire collective, mais des symptômes de ces interférences temporelles. Chaque petit changement, un logo qui n'est plus le même, une réplique de film qui a changé, un détail historique qui ne correspond plus à nos souvenirs, serait le résultat d'une altération. Chaque fois que l'un de ces voyageurs temporels tente de modifier le passé, une sorte de réajustement s'opère, laissant derrière lui des vestiges de notre ancienne réalité. On pourrait imaginer que ces tentatives ne sont pas sans conséquences. En cherchant à éviter un conflit mondial ou une catastrophe environnementale, ces interventions créeraient des réalités alternatives, légèrement différentes de celles que nous avons connues. Une sorte de réajustement constant, une infinité de petites modifications pour essayer de trouver la combinaison parfaite. C'est peut-être pour cela que certains d'entre nous se souviennent des choses d'une certaine manière, tandis que d'autres en gardent une version différente. Les changements récents pourraient alors signifier qu'ils n'ont pas encore trouvé la solution. Peut-être que chaque modification rapproche un peu plus la ligne temporelle de l'évitement de la catastrophe, ou peut-être qu'il crée, sans le vouloir, de nouveaux problèmes. Dans cette perspective, le phénomène des effets Mandela serait la preuve que l'on est en plein cœur de la bataille pour notre futur. Je ne dis pas que c'est forcément ce qui se passe, mais si ces voyageurs temporels existent, cela signifierait que notre époque est à un moment critique, celui où tout bascule. Ce serait comme si, dans quelques décennies, on racontait, s'il y avait un moment où tout pouvait encore changer, c'était bien en 2016 à 2020. Peut-être qu'un jour, les gens du futur diront, si seulement on pouvait retourner à ce moment-là pour empêcher la Troisième Guerre mondiale, ou pour stopper l'engrenage qui a mené à l'effondrement climatique. Il est possible que ces changements, que nous percevons comme des détails insignifiants et troublants, soient en réalité les traces d'une lutte désespérée pour préserver un avenir que nous n'avons pas encore vécu. L'autre jour, mon père regardait King Kong, le film de 2005, à la télévision. Lorsqu'il est tombé sur une scène où la statue de la liberté apparaît, cela a éveillé chez lui un souvenir d'enfance. Il m'a demandé si j'avais déjà visité la statue lors d'un voyage scolaire. Voulant voir où cette conversation allait mener, je lui ai répondu que non. Il a alors commencé à me raconter sa propre expérience lorsqu'il était enfant, au début des années 70. Il se souvenait parfaitement de cette sortie scolaire, du moment où il est monté au sommet du monument, des couloirs étroits, et de la sensation d'être tout en haut de la couronne. Je lui ai posé une question sans arrière-pensée, « As-tu déjà été dans la torche ?» Il m'a affirmé d'un ton assuré qu'il était monté dans la torche, qu'il se souvenait même de la vue depuis là-haut. Pour lui, c'était un souvenir réel, précis, ancré dans son esprit depuis des années. Intrigué, je me suis lancé dans des recherches et j'ai trouvé de nombreux articles expliquant que l'accès à la torche de la Statue de la Liberté est fermé depuis 1916.
Cet endroit n'a jamais rouvert au public après l'explosion causée par un acte de sabotage pendant la Première Guerre mondiale. Je lui ai montré les articles. Il a relu chaque ligne attentivement. Il semblait perplexe, secouant légèrement la tête comme s'il essayait de se rappeler avec plus de clarté. Finalement, il a dit qu'il devait se tromper et n'avoir visité que la couronne. Mais l'incertitude persistait dans sa voix. Il insistait sur le fait qu'il avait des souvenirs de cet endroit précis, de la montée dans la torche, et de la vue depuis ce point de vue si haut perché. La confusion l'a dérangé, car il n'avait jamais douté de ses souvenirs auparavant. Depuis ce jour, cette découverte continue de le troubler. Parfois, il m'en reparle, sans trouver d'explication. Il reste convaincu d'avoir gravi ces marches. Il visualise encore les petites fenêtres de la torche, la lumière filtrant à travers le métal, la sensation d'être suspendu au-dessus de la ville. Pourtant, cette expérience n'a jamais été possible. L'accès à la torche est fermé depuis plus d'un siècle. Le monde n'a pas changé ce fait, les journaux et archives non plus. Mais une part de lui reste attachée à ses souvenirs. Je me souviens parfaitement de l'époque où, au lycée à la fin des années 1990, j'avais choisi de faire un projet de fin d'année sur John F. Kennedy pour le cours d'histoire. C'était un travail crucial, déterminant pour notre note finale. À l'époque, j'avais décidé de me plonger à fond dans les détails de son mandat, de sa personnalité, et surtout, de son assassinat tragique. L'Internet n'était encore qu'à ses balbutiements. Google n'existait pas encore, et la meilleure façon de mener des recherches approfondies restait d'aller à la bibliothèque. J'y passais des heures, explorant les ressources numériques que l'école mettait à notre disposition, notamment l'encyclopédie sur CD-ROM, une véritable avancée technologique pour l'époque. C'est là que j'ai tapé « JFK » dans la barre de recherche et que tout un monde d'informations s'est ouvert sur l'écran. Je me rappelle clairement avoir trouvé des images, des enregistrements audio, des témoignages, et surtout des photos de la voiture du président. Une Lincoln décapotable à 4 places. C'était un fait que j'avais mémorisé sans le moindre doute. Un véhicule compact, sobre, et surtout marqué par son apparence simplifiée, où le président et sa femme étaient installés à l'arrière, avec le chauffeur à l'avant. En fouillant plus loin, j'étais même tombé sur une vidéo granuleuse en format QuickTime, montrant les derniers instants de Kennedy. La scène était gravée dans ma mémoire, le président touché par une balle, sa main se portant à son cou, puis s'effondrant, et Jackie Kennedy, affolé, se tournant vers l'arrière de la voiture comme pour attraper quelque chose. Le chauffeur avait brièvement tourné la tête vers eux. Les images me semblaient si nettes, si claires. J'en étais resté choqué pendant des jours, repensant encore et encore à cette vidéo troublante. Des années plus tard, l'affaire Kennedy m'est revenue en tête lors d'une discussion sur des théories du complot. Je suis tombé sur une vidéo suggérant que le chauffeur avait peut-être tiré sur Kennedy. Cette idée me semblait absurde, mais j'ai tout de même regardé. Le film était ralenti, analysé image par image. L'hypothèse paraissait bancale, mais ce qui m'a marqué, c'était que cette théorie correspondait à ce que je me souvenais de la vidéo d'origine, une voiture à 4 places, un chauffeur qui tourne brièvement la tête. La possibilité d'une arme cachée. Tout semblait logique à l'époque. Mais récemment, en revisitant ce sujet, j'ai découvert quelque chose qui m'a glacé le sang. La voiture de l'assassinat de JFK n'a jamais été une Lincoln à 4 places. Aujourd'hui, toute la documentation historique montre une voiture à 6 places. Un modèle bien plus grand, transportant non seulement le couple Kennedy et le chauffeur, mais aussi 2 autres occupants assis entre eux. En regardant les images actuelles, tout semble faux. Ce véhicule ne correspond pas à celui que j'ai étudié pendant des semaines pour mon projet. Ce changement bouleverse tout ce que je croyais savoir. Le véhicule à 6 places ne correspond pas au souvenir précis que j'ai de cette vidéo d'origine. L'idée que le chauffeur ait pu tirer une balle, par exemple, devient absurde dans ce contexte. Il y avait un homme assis juste derrière lui, entre le président et le conducteur. L'espace même de la voiture ne correspond plus à ce que j'avais vu. Chaque fois que je reviens sur ces détails, cette dissonance s'installe en moi, plus persistante, plus inquiétante. Je ne comprends pas ce qui a pu se produire. Je me rappelle clairement avoir vu ces images, consulté ces documents, noté chaque détail. Pourtant, rien de tout cela ne correspond plus.
À chaque fois que je mentionne la voiture à 4 places, personne ne semble se souvenir de la même chose. Les archives sont formelles, la Lincoln transportait 6 personnes. Les théories du complot autour du chauffeur tirant une balle n'ont aucun sens dans ce contexte. Ce souvenir me hante. J'ai passé tant de temps à travailler sur cet événement, à analyser cette journée fatidique du 22 novembre 1963, à décortiquer chaque instant. Aujourd'hui, tout semble différent. Comme si la réalité elle-même avait glissé. Les images que je revois n'ont plus la même texture, la même intensité. Ce n'est plus la même scène, ce n'est plus le même monde. L'effet Mandela, disent certains. Un glissement, une altération de la mémoire collective. Mais pour moi, cela va au-delà d'une simple question de souvenirs déformés. J'ai l'impression que le passé lui-même s'est reconfiguré. Je ne retrouve plus la Lincoln à 4 places dans aucune archive, aucune vidéo, aucune photo. Ce que je sais, ce dont je me souviens, n'a plus de preuves pour l'appuyer. Cela fait maintenant 4 ans que je vis dans cette maison. Je connais chaque recoin de notre jardin, chaque pierre, chaque branche. Mais ce matin, j'ai eu l'impression que quelque chose clochait. Comme si un élément étranger avait pris place dans un espace familier. Je me suis dirigé vers mon coin préféré du jardin, le coin où se cache souvent ce serpent qui hante les buissons. C'est un endroit que j'aime particulièrement observer, car cette créature me fascine. Je passe mes journées à vérifier s'il est là, à guetter ses mouvements. C'est ma routine, mon petit rituel quotidien. Rien n'échappe à mon regard attentif. C'est pourquoi, aujourd'hui, en m'approchant, un détail m'a frappé comme une gifle, un arbre. Un arbre massif, imposant, planté là, juste à côté du buisson. Je me suis figé. Cet arbre n'a jamais été là avant. Il n'y a jamais eu d'arbre dans ce coin. J'en suis absolument certain. Hier encore, j'étais assis à côté du buisson, les yeux fixés sur le sol, à attendre que le serpent se montre. Et il n'y avait rien d'autre que ce buisson, un peu de gazon, et le petit espace de terre dégagé où je m'installe toujours. Pourtant, là, devant moi, un arbre. Un grand tronc, des branches épaisses et de larges feuilles qui projetaient une ombre immense. Un arbre que je n'aurais jamais pu manquer. Je m'en serais souvenu. Je me suis approché, mon cœur battant plus vite à chaque pas. J'ai touché l'écorce. C'était bien réel. Cet arbre n'était pas une illusion ou une superposition étrange de branches. Il était là, enraciné, solidement planté. Confus, je me suis dit que mes parents l'avaient peut-être fait planter récemment. Mais pourquoi? Et surtout, comment avait-il pu installer un arbre aussi grand en une seule nuit? Je suis rentré à l'intérieur, déterminé à obtenir une explication. Je leur ai demandé d'un ton léger comment ils avaient transporté et planté cet arbre aussi rapidement. Leurs regards se sont figés. Ils m'ont observé avec une expression d'incompréhension totale. Quel arbre, ont-ils répondu? Celui qui est dans le coin du jardin, près du buisson. Le grand arbre. Vous l'avez planté quand? Ils m'ont regardé comme si je perdais la tête. Cet arbre a toujours été là. Il était déjà là quand on a emménagé, a dit mon père. Ma mère a confirmé, en hochant la tête avec assurance. Oui, il est là depuis le début. Tu n'as jamais fait attention? Une vague d'incrédulité m'a submergé. Comment pouvait-il dire ça? Cet arbre n'a jamais existé auparavant. J'ai observé ce coin du jardin tous les jours pendant 4 ans. Impossible que je sois passé à côté de cet énorme tronc, de ces branches imposantes. C'est tout bonnement inimaginable. Je suis retourné dehors, espérant que cette confusion allait se dissiper. L'arbre était toujours là, dressé fièrement à côté du buisson. Comme s'il avait toujours fait partie du paysage. J'ai demandé à mes frères s'ils se souvenaient de cet arbre. Ils m'ont tous répondu la même chose, comme un écho dérangeant de la réponse de mes parents, bien sûr qu'il a toujours été là. Leur ton était si assuré, si sûr d'eux. C'était comme s'ils me prenaient pour un fou. Pourtant, je savais ce que j'avais vu, ce dont je me souvenais. Cet arbre n'existait pas hier. C'était mon coin du jardin, celui que je connais par cœur. Il n'a jamais eu d'arbre. Plus j'y pense, plus un sentiment d'étrangeté m'envahit.
Je n'ai aucune explication rationnelle à ce phénomène. Personne d'autre ne semble voir le problème. Pour eux, l'arbre a toujours été là. Mais pour moi, c'est un intrus dans notre jardin, apparu d'un coup, comme une pièce manquante qui aurait été soudainement ajoutée à un puzzle. Je tourne autour de ce tronc, le touche encore et encore, cherche des signes de terre récemment déplacés, des traces de plantation. Rien. L'arbre est là, parfaitement enraciné, comme s'il était né avec la maison, comme s'il avait grandi là pendant des années. Je ne sais plus quoi penser. Chaque fois que je le regarde, j'ai l'impression qu'il me défie, qu'il me nargue avec sa présence inexplicable. Cet arbre semble être là pour me rappeler que ma mémoire me trahit, que la réalité peut changer du jour au lendemain, sans prévenir. Il continue de me hanter, ce tronc gigantesque qui n'aurait jamais dû exister. Je me souviens très clairement d'avoir utilisé un emoji représentant un hippocampe il y a quelques années. C'était lors d'une conversation avec un ami passionné par les créatures marines. Je voulais ajouter une touche amusante à notre échange, alors j'ai cherché cet emoji dans la liste des animaux. Je l'ai trouvé sans problème, un petit hippocampe élégant, légèrement courbé, dans des teintes pastel, qui semblait parfaitement à sa place parmi les autres emojis marins, comme le crabe, le poulpe et les poissons. Je l'ai utilisé plusieurs fois, et il me semblait si naturel qu'il fasse partie de cette collection. Cet emoji hippocampe faisait partie de mes favoris. Je me rappelle l'avoir envoyé et reçu dans des discussions, dans des messages humoristiques sur l'océan, ou tout simplement pour illustrer des conversations légères. Mais récemment, en voulant l'utiliser à nouveau, une étrange découverte m'a laissé perplexe. En parcourant la section habituelle des animaux, je ne l'ai pas trouvé. Je me suis dit qu'il avait peut-être été déplacé ou remplacé par une nouvelle version. Je suis allé fouiller dans chaque catégorie d'emojis, examinant les moindres détails de chaque sous-groupe. Aucun hippocampe. Intrigué, j'ai effectué des recherches en ligne, espérant tomber sur une liste d'émojis obsolètes ou sur une mention quelconque de cet emoji que j'avais utilisé tant de fois. Mais tout ce que j'ai trouvé disait la même chose, il n'y a jamais eu d'émoji hippocampe sur aucun clavier, que ce soit iOS, Android ou autre. Ce symbole que je voyais clairement dans ma mémoire n'avait apparemment jamais existé. Je me suis tourné vers d'autres amis qui partageaient les mêmes souvenirs d'enfance, d'autres discussions en ligne. À ma surprise, certains se souvenaient aussi de cet emoji. Ils décrivaient tout ce même petit hippocampe avec la même précision, sa queue recourbée, ses couleurs pastel et son allure délicate. Pourtant, comme moi, ils étaient incapables de le retrouver sur leur téléphone ou dans les anciennes discussions. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.